Au regard de votre expertise et de vos expérimentations, comment doit-on organiser la semaine scolaire? Alors moi, je parlerai davantage de la semaine d'école, parce que la semaine scolaire nous contraint à ne parler que de l'emploi du temps scolaire. Bien sûr que l'emploi du temps scolaire doit être vu et corrigé, et d'ailleurs il aurait dû l'être, puisque dans le cadre de la refondation de l'école, il était prévu qu'il y ait un changement profond du fonctionnement de l'école, des pratiques des enseignants, etc., et qui aurait dû se faire en modifiant les emplois du temps scolaire. Malheureusement, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et je voudrais juste faire un petit rappel, l'emploi du temps scolaire que l'on connaît et qui risque fort de revenir sur le devant de la scène est quand même un emploi du temps qui existe depuis 1834. Puisqu'en 1834, il y a eu un conseil royal qui a décrété que la semaine des écoliers serait de 30 heures, répartie sur 5 jours, et que chacune de ces journées serait divisée en deux pour avoir le repas le midi. Donc 30 heures sur 5 jours, ça fait 6 heures par jour, divisé par 2, ça fait 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Donc cette journée, elle existe depuis 1834. Donc oui, on aurait dû réviser complètement cette organisation-là, cet emploi du temps scolaire, mais je ne pense pas qu'on ne doive aménager que l'emploi du temps scolaire. Il ne faut pas oublier qu'on a des enfants qui arrivent très tôt le matin, qui partent parfois le soir, et qui passent donc un temps beaucoup plus long à l'école qu'ils ne le passent sur le banc de la classe avec la maîtresse. Donc c'est important de parler d'une réorganisation de la semaine d'école qui devrait effectivement faire en sorte que les enfants puissent se sentir respectés dans tous leurs besoins dès le moment où ils entrent dans l'école le matin de bonne heure. Donc j'ai fait des propositions d'aménagement de cette semaine-là où on commence le matin par un petit déjeuner qu'apporte l'enfant de chez lui pour éviter qu'il n'ait à le prendre trop tôt et à un moment où il est encore fatigué ou qu'on doive le réveiller. Donc ce petit déjeuner est organisé, enfin il l'amène, mais les enfants l'ont tous et on organise une tablée qui permet qu'on évite un temps d'attente trop long pour les enfants à ce moment-là, puisqu'ils vont prendre leur petit déjeuner jusqu'à 8h, 8h15, le temps que les autres enfants arrivent avant que le démarrage de la classe ne se fasse. Donc c'est un vrai temps utile à l'enfant parce que les professionnels reconnaissent que l'enfant est beaucoup mieux dans ces conditions-là. Il a une transition douce entre la maison et le démarrage de l'école. Et il a l'impression finalement de prendre son petit déjeuner à la maison comme s'il le faisait chez lui. Après ça, il y a le temps de classe. Alors quand je disais qu'il fallait changer les emplois du temps, c'est parce qu'on n'a pas tenu assez compte d'un fait qui est une réalité, que le matin n'est pas équivalent à l'après-midi. Et ça, on le sait depuis très très longtemps. Et ce matin doit être privilégié pour tous les apprentissages, pas uniquement pour les maths et le français, simplement parce qu'on sait qu'on n'apprend pas à écrire, lire et compter qu'en maths et en français. On doit faire en sorte que toutes les matières soient privilégiées le matin au moment où les enfants sont les plus disponibles. Ça veut dire que plus on a de matinées dans la semaine, mieux c'est, bien évidemment, mais plus ces matinées sont longues, mieux c'est également. Parce qu'alors, on va pouvoir jouer sur ces matières différentes qui vont permettre à l'enfant de rester disponible beaucoup, beaucoup plus longtemps. Après cette matinée, lorsqu'elle se termine, il y a le temps que l'on appelle de restauration, de avant ou après restauration. C'est aussi un moment crucial pour l'enfant puisqu'il apparaît à un moment qu'on appelle en chronobiologie le creux méridien. C'est-à-dire qu'à ce moment de la journée se passe ce qu'on appelle une baisse physiologique globale, qui n'est pas du tout le fait qu'on est en train de digérer ce que l'on vient de manger, qui est lié au fait qu'on a une baisse reconnue dans notre rythme circadien, qui est le rythme de 24 heures, où on a une baisse globale qui, généralement, nous conduit à avoir envie de se poser, de se reposer, parfois même de somnoler. C'est très vrai pour les enfants, ce qui veut dire que ce temps-là de la journée doit être aménagé à la fois pour que leur temps de repas soit le moins stressant possible, pour qu'ils puissent vraiment le prendre dans de bonnes conditions, sans cris, sans bruit trop important autour de lui, etc., pour qu'ils ne se sentent pas stressés en sortant de ce temps de restauration. Mais après le temps de restauration, on doit absolument aménager le temps de telle manière que tous les enfants puissent avoir un vrai temps de repos, un vrai temps de relaxation, un vrai temps de détente, avant de pouvoir aller se détendre, mais pas s'hyper exciter. On constate que les enfants qui sortent directement dans la cour après manger sont des enfants très excités, qui courent dans tous les sens dans la cour de récréation, qui deviennent même relativement agressifs parce qu'ils bousculent les autres pour passer, etc. Toutes les enquêtes ont montré que c'est un temps très accidentogène,
par le fait que les enfants sont trop excités et finalement ne se contrôlent plus correctement. Et c'est parce qu'ils ont besoin de ce temps de repos à ce moment-là qu'il faut l'organiser pour éviter cette hyperexcitation. Il est évident alors que pour les enfants qui doivent faire la sieste lorsqu'ils sont en maternelle, et je parle bien de ceux qui doivent faire la sieste, je ne parle pas que des petites sections, parce qu'on sait qu'en maternelle, on va avoir des enfants qui sont petits, moyens ou gros dormeurs et qui n'ont pas les mêmes besoins de sieste, et c'est ça qui doit être respecté si on veut vraiment respecter les besoins des enfants. Donc parmi les petites sections, vous en avez toujours un ou deux qui est plutôt petit dormeur, qui n'a pas besoin d'une longue sieste, qui a besoin d'un temps de relaxation, d'un temps de détente et d'un temps de repos, mais pas d'être forcément dans un lit pendant 1h30 ou 2 heures, dans lequel il risque de se retourner plus que de dormir véritablement. Par contre, chez les enfants de moyenne section comme de grande section, il y en a quelques-uns qui sont de vrais gros dormeurs qui, eux, auraient besoin de la sieste. Et pour que cette sieste soit vraiment efficace pour les enfants, elle doit se faire dès la fin du repas. Il faut vraiment la démarrer après que les enfants aient fini de manger et soient passés aux toilettes. C'est le moment où ils vont s'endormir rapidement et donc pouvoir se réveiller spontanément à la fin d'environ 2 cycles de sommeil qui vont durer à peu près 2 heures à cet âge-là et se réveiller en bonne forme parce qu'ils auront bien dormi au bon moment. Et ensuite, on peut poursuivre l'activité, soit le temps scolaire si l'après-midi n'est pas terminé, et ensuite conduire ses enfants soit auprès des parents quand l'après-midi est fini, soit dans un temps périscolaire qui devrait être organisé autour d'une récréation qu'auront les enfants à ce moment-là, et puis d'un goûter, parce que le goûter est un moment important de la journée. C'est un moment qui devrait être privilégié, qui devrait permettre véritablement d'apporter à l'enfant, sur le plan diététique, tout ce dont il a besoin à la fin de cette journée. Et il est important parce qu'en fait, il va pouvoir alléger le repas du soir. Et c'est en allégeant le repas du soir qu'on va aussi permettre au sommeil d'être de meilleure qualité. Et après ce temps de goûter, soit les enfants rentrent chez eux quand on vient les rechercher, soit ils ont encore un temps pour eux. Et là, je pense vraiment qu'il est important que le temps soit un temps libre, un temps de jeu libre, un temps où les enfants peuvent utiliser les jeux qu'ils trouvent à leur disposition, que ce soit des Lego, des puzzles ou bien même des jeux collectifs qu'ils peuvent faire ensemble. Mais c'est aussi un temps où les enfants qui ont besoin de faire une activité motrice qui n'est pas forcément autour du ballon ou une activité qui va les énerver, mais une activité qui va les détendre, c'est un bon moment pour leur faire faire. Et je pense utile également pour les enfants qui vont rester vraiment tard et quand ils sont un peu grands et qu'ils ont des leçons à faire, il est important de leur trouver un coin calme dans lequel ils vont pouvoir commencer à travailler à leurs leçons pour que rentrent à la maison, il n'ait plus qu'à les revoir et les réviser et n'ait pas complètement à les apprendre. Donc ça, c'est l'organisation d'une journée telle qu'elle pourrait se faire dans les meilleures conditions possibles pour l'enfant. Ensuite, il y a l'organisation de la semaine. Et sur cette organisation de la semaine, il est certain que j'ai toujours privilégié le samedi matin, qui permet de finaliser la semaine sur le plan pédagogique, qui permet de terminer la semaine et surtout qui produit chez tous un climat scolaire qui est bien meilleur que le reste de la semaine. Tout le monde est beaucoup plus détendu parce que c'est la fin de semaine, parce qu'ensuite on a le week-end. Et en fait, on se rend compte que c'est un moment également où les parents prennent du temps pour discuter entre eux, parce qu'ils ont un petit peu de temps. Donc ça crée un certain lien social qui est intéressant dans le cadre de l'école. C'est aussi un moment où les parents peuvent rencontrer spontanément l'enseignant, ce qui est tout à fait intéressant. Et ça préserve le mercredi, qui alors peut être une journée dans la semaine, soit de vraie détente pour les enfants, quand ils peuvent le faire, soit où on va leur proposer des activités autres, en art plastique, ou en sport, ou en musique, etc., mais qui vont pouvoir se répartir sur la journée et ne pas être concentrés sur un temps trop court et surtout ne pas apparaître le soir, qui n'est plus le moment pour leur donner de telles activités. Donc ça, c'est une semaine qui pourrait être organisée partout, assez facilement. Et dans cette semaine, il est important aussi de prévoir, de minimiser au maximum toutes les transitions qui sont coûteuses du point de vue de la fatigue. C'est-à-dire d'éviter que sur une même journée, l'enfant doive passer par un nombre d'intervenants très important parce qu'à chaque fois, il y a une transition. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être évité, ce qui va aussi éviter l'émiettement des temps, qui est une source de fatigue.
et donc concentrer sur des temps plus longs toutes les activités qui leur sont à proposer, qu'elles soient scolaires ou qu'elles ne soient pas scolaires, ce qui peut se faire justement quand on a des matinées plus longues, on a travaillé différemment du point de vue du temps scolaire. Vous venez de parler des transitions, justement. Quels conseils sur l'organisation de ces transitions dans une journée? Alors le matin, il y aura forcément une transition pour les enfants qui sont là dès le départ, qui sont là de bonne heure. Et c'est pour ça que je préconise cette prise de petit déjeuner à ce moment-là, parce qu'on s'aperçoit que ça devient une transition douce pour eux. C'est un moment où ils se préparent à aller en classe, comme s'ils étaient à la maison en train de le faire. Ils ne sont pas seulement en train d'attendre, à traînailler dans la salle, etc. Et puis ensuite, on peut amener les enfants là où ils seront quand les enseignants arrivent. Alors moi, j'ai beaucoup demandé aux enseignants avec lesquels j'ai travaillé d'accepter que, étant là 10 minutes avant le démarrage vrai de la classe, ils acceptent que les enfants, lorsqu'ils arrivent à l'école, rentrent directement en classe et ne passent pas 10 minutes à s'énerver dans la cour de récréation, ce qui nécessite ensuite un quart d'heure avant de les remettre dans un état de vigilance dont on a besoin pour pouvoir démarrer la classe. Donc le fait de sortir les enfants du lieu où ils sont après le petit déjeuner pour les emmener directement en classe, c'est aussi une transition douce, parce qu'ils vont avoir une dizaine de minutes à eux où ils vont pouvoir préparer leurs affaires, etc., sans avoir à s'exciter, sans avoir à s'énerver. Et les autres enfants arriveront en même temps à ce moment-là. Et c'est dans un moment calme et c'est quelque chose qui se passe bien. Ensuite, il y a la transition pour aller à la restauration. J'ai toujours privilégié, pour en particulier les enfants les plus jeunes, le fait qu'on vienne chercher les enfants en classe pour ceux qui vont manger sur le temps de midi, plutôt que de les regrouper je ne sais où. On s'aperçoit que le fait de venir chercher les enfants en classe pour les amener au restaurant diminue très fortement l'excitation et l'énervement, et donc diminue le fond sonore que j'évoquais tout à l'heure et le bruit qui est vraiment trop important. Donc ça aussi, c'est une transition qui peut être bien aménagée et bien organisée. Et il y a de nouveau la transition à la fin de ce temps-là, à nouveau pour retourner en classe. Et c'est vrai que là, selon qu'on a un ou deux services, on n'a pas exactement les mêmes temps pour les enfants, mais je dis toujours que ceux qui ont mangé au deuxième service devraient toujours bénéficier quand même d'une dizaine de minutes de relaxation, de détente, avant de pouvoir repartir en classe pour être en bonne forme, pour pouvoir redémarrer la classe. Et comme je disais tout à l'heure, moi je demande d'éviter le plus possible les autres transitions. Alors je sais que dans beaucoup de cas, on en a fait de nouvelles puisqu'on a mis des activités après la fin de la classe chaque jour, en fin de journée. C'est encore une nouvelle transition. Et là, on s'aperçoit qu'on les cumule pour certains enfants, puisqu'il m'est arrivé de voir que des enfants ont une transition pour aller à cette activité qu'on appelle activité périscolaire. À la fin des 3/4 d'heure, reviennent avec les autres, puisqu'il y a des enfants qui vont repartir avec les familles. Et ensuite, on ramène ces enfants dans un autre lieu, puisqu'ils vont, eux, être en activité périscolaire, mais de fin de journée en dehors. Donc c'est un nouveau changement, une nouvelle transition. Et il faut quand même savoir que ça, c'est une vraie source de fatigue pour les enfants, parce que c'est trop de déplacements, trop de changements, Donc si on peut l'éliminer, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire.